Depuis 1989, elle s'invite dans votre salon, votre cuisine, votre chambre pour y faire la pluie et le beau temps. Silhouette parfaite, voix douce et sourire angélique, elle est une image parmi d'autres de votre quotidien. Puis l'image s'est mise à écrire des livres. D'abord en 1997 avec sa sœur Françoise, des sœurs, des mères et des enfants. Le mauvais temps n'existe pas, c'était en 2005. Et puis le dernier livre au titre provocateur s'il en est, La douce joie d'être trompée. Catherine Laborde, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de nous rejoindre dans VIP. Sur KTO, c'est vrai qu'il est provocateur ce titre quand même, La douce joie d'être trompée, C'est provocateur, mais c'est pas ironique. Quelqu'un m'a dit une fois, mais c'est ironique. Vous allez dire le contraire dans votre livre, bien sûr. Ah ben non, non. J'en témoigne, non. Non, c'est provocateur, mais c'est pas ironique, c'est pour de vrai. Alors je voudrais juste prévenir un téléspectateur que nous n'allons pas faire l'apologie de l'adultère, parce que je sens qu'il y a déjà des centaines de lettres qui vont nous arriver. Non, il ne s'agit pas de ça. On va parler évidemment de votre expérience de femme trompée, de la joie malgré tout que vous en tirez. On va expliquer tout ça. Et puis on va apprendre à vous connaître autrement qu'en train de nous dire qu'il va faire froid en ce moment sur la France et que les températures sont en dessous des normales saisonnières. Mais c'est vrai qu'on vous connaissez les expressions. Vous avez vu un peu, je me suis entraînée. Oui. Mais c'est vrai qu'on vous connaît d'abord pour la météo sur TF1. Oui. Vous êtes avant tout une image de TF1 qui s'invite chez les gens. Oui, c'est vrai. C'est drôle comme le rapport avec les gens est à la fois extrêmement quotidien et familier, quoi. C'est très étonnant chaque fois. Et d'ailleurs, l'idée de ce livre, pas l'idée de ce livre, mais enfin, faire ce livre s'est imposé à moi par l'intermédiaire de la météo aussi, au fond. Parce que vous l'avez dit, j'ai écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle Le mauvais temps n'existe pas. Oui. Et vous savez, quand on écrit des livres, on fait des salons à droite, à gauche, et c'est là qu'on est en contact avec le public. Et à l'occasion de 2 salons, il y a des femmes qui sont venues me voir. Les gens racontent leur vie souvent, me racontent leur vie. Ils m'envoient la photo des enfants qui viennent de naître. Quelquefois, je reçois même des avis de décès de téléspectateurs fidèles. Et puis je réponds, j'écris. Ça vous touche tout ça? Oh, mais c'est extrêmement touchant, oui, c'est touchant. Et puis c'est plus que de la familiarité, c'est de l'intimité, quoi, une sorte de rapport intime entre certaines personnes et soi. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça existe. C'est pas la peine de le rejeter ou de le nier. Le rapport personnel existe avec certaines personnes, et même dans cette sorte d'anonymat du public de télévision et de TF1. Et donc, il y a 2 ou 3 femmes qui sont venues me voir, me racontant leur chagrin, leur déboire. Elles avaient l'impression d'avoir gâché leur vie pour un homme qui les avait humiliées, à qui elles avaient tout sacrifié pour rien. Et elles n'en gardaient que les larmes et la rancœur. Et bon, on ne peut qu'écouter, compatir comme ça quand on voit des vies qui ont l'air d'être défaites. Et puis en écoutant ces femmes, quand même, je me disais, mais moi qui ai toujours été une femme trompée, je peux dire qu'il y a autre chose après le chagrin et la douleur. Je peux dire qu'il y a autre chose. Et je peux dire qu'il y a autre chose avec le même homme. C'est-à-dire celui qui a trompé, celui qui s'est essuyé les pieds sur la tête, celui qui s'est conduit comme un vaurien, celui qui... Eh bien, avec celui-là, il y a peut-être autre chose que du malheur, du chagrin, du ressentiment. Et de toute façon, même s'il n'y a plus de l'amour pour lui, il y a autre chose après. Et je me suis dit, je vais écrire un livre qui s'appellera La douce joie d'être trompée. Et voilà comment le titre est venu avant que le livre ne soit écrit. Ah oui. Avec un éditeur qu'on peut citer quand même, Anne Carrière, qui a accepté ce livre au titre étrange et qui fait parler de lui. Oui. De fait. Voilà, donc saluons l'éditeur. Oui, Anne Carrière. Saluons-la parce qu'elle a pris le risque quand même. Je n'avais pas écrit le livre. J'avais écrit le noyau du livre quand j'ai rencontré Anne et grâce à Gilles Paris. Et puis Anne a pris le pari que je fasse ce livre pour elle. Et voilà. Alors, je suis ravie. Avant qu'on en vienne au fond du livre, je voudrais qu'on parle un petit peu de la petite fille et de l'adolescente que vous avez été. Oui. Vous la qualifieriez comment, votre enfance ? J'ai encore du mal, malgré les années, à ne pas être très nostalgique quand je parle de mon enfance. C'était une enfance très protégée. À Bordeaux ? À Bordeaux, entre papa, maman et mes 2 sœurs. Françoise, la petite, Geneviève l'aînée, moi je suis au milieu. Ah, Françoise, on la connaît parce que c'est Françoise, le journal sur France 2. Voilà. Geneviève, vous la connaissez pas parce que c'est pas une femme de télévision. Mais c'est une femme de communication quand même. C'est aussi une femme de communication.
Et Geneviève, qui est notre sœur aînée, Françoise à moi, est toujours la plus belle femme de la famille. C'est une femme tout à fait... oui, pourquoi c'est pas elle qui a fait la télé, on se demande. Je sais pas, peut-être que Françoise et moi, on voulait prouver que même si on n'était pas aussi belle que notre grande sœur, on pouvait quand même être à l'image. Enfin, je sais pas, allez savoir. Voilà, donc on a vécu à Bordeaux. Mon père était professeur d'anglais au lycée Montesquieu, plus tard à la fac. Et voilà, on a mené une vie très privilégiée dans les années 50, 60, 70. Une maman espagnole aussi. Maman était espagnole, ne travaillait pas, était à la maison. Et voilà, on a raconté un peu ça dans le livre qu'on a écrit ensemble, Françoise et moi. On a découvert les États-Unis quand on était petite avec nos parents, on prenait le bateau pour y aller parce que mon père était prof aussi là-bas une partie de l'année. On jouait du piano, on était au lycée. Moi, j'étais plutôt une bonne élève. Un petit côté petite fille modèle oui. Pour les 3 filles de la famille. Oui, tout à fait. Et puis, j'avais 16 ans en 68, je passais le bac. Et tout d'un coup, j'ai dit, voilà, je vais être comédienne, je ne vais pas être prof, et je vais monter à Paris. Et mes parents, qui auraient pu réagir de manière très, très négative, m'ont dit, ma chérie, c'est ton choix, c'est ta liberté, tu fais comme tu veux. Voilà. Alors, j'ai quand même fait une licence d'anglais à Bordeaux, j'étais quand même en Hippocagne avec François Bayrou. Ah bon? Et, oui. On était ensemble en Hippocagne à Montaigne en 68. On a fait ensemble le conservatoire de Bordeaux, d'ailleurs. Puis après, nos destins ont été différents, parce que lui, il a continué jusqu'à la grecque de lettres. Et moi, je suis montée à Paris pour être comédienne, et voilà. Et ce parcours de comédienne, on peut en parler un petit peu, il s'est orienté comment exactement au départ? Au départ, je ne voulais pas faire le conservatoire, parce que je suis vraiment une enfant de 68, moi. Je ne voulais pas faire le conservatoire. Pas les grandes institutions, Ah non, cas, surtout pas. Je crois que je l'ai quand même présenté une fois, le concours du conservatoire. J'ai dû être recalée au 2e tour, mais vraiment, je trouvais que c'était un endroit poussiéreux où on apprenait que les conventions théâtrales, ce qui était complètement faux, parce qu'il y avait quand même Antoine Vitesse comme prof à l'époque. Je pensais un peu de Traviole, mais ça fait rien, il fallait bien... Donc c'était beaucoup de révolte, j'ai fait beaucoup de café-théâtre, j'ai joué au théâtre, puis j'ai fait de la télé comme comédienne, j'ai fait des films avec Jean-Charles Daquela, j'ai fait des choses bien. Et puis voilà, et puis un jour j'ai rencontré un homme avec qui j'ai voulu faire des enfants, mais je ne vous raconterai pas ma vie. Et puis un jour, je suis tombée dans une période de chômage, et Françoise, qui était à Paris comme journaliste déjà, qui travaillait à TF1, m'a dit, à TF1, ils cherchent quelqu'un pour faire la météo, pourquoi tu n'irais pas? Et voilà comment je me suis dit que je pouvais être à la fois mère de famille, comédienne, présentatrice météo pour arrondir les fins de mois. Et puis finalement, la météo a pris le pas, peut-être pas sur la mère de famille, mais en tout cas sur la comédienne. Oui. Alors vous nous avez amené un très bel objet que vous tenez de votre maman. Oui. Vous pouvez nous expliquer, nous le montrer déjà. Alors, tant qu'à faire, la lecture c'est pour après ça. C'est pour après. Ça c'est un... J'espère qu'on le voit à la caméra. On va voir ça. Voilà, oui, on voit comme ça. On voit très bien. Voilà, c'est un émail. Maman était une artiste. Elle était couturière dans sa jeunesse. C'est une grande résistante aussi. C'est une femme qui a été assez héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que réfugiée espagnole, bien que n'ayant pas la nationalité française. Et bon, c'est quelqu'un de très peu conventionnel. Et quand vers 60 ans, elle s'est mise à faire des émaux comme ça. Et maman est décédée en 2005. Et auparavant, elle avait eu la maladie d'Alzheimer. Mais avant tout ça, il y a eu ce moment où voilà, elle faisait des émaux. Oui. Alors celui-là, je vous ai apporté parce qu'en plus, c'est la Méditerranée. Comme ma mère est espagnole, je suis toujours très attirée par la Méditerranée, très attirée par le Sud. C'est vraiment la moitié de mes gènes que j'aime profondément. Chez mon père, c'est autre chose, son côté gascon. Tout à l'heure, je vous lirai. C'est un mélange savoureux. Oui. Mon père, qui est aussi quelqu'un de pas conventionnel, de toujours en colère contre le monde entier, râleur, et puis très, très amoureux de sa femme et très fier de ses enfants. Mais bon, c'est comme ça, un vrai gascon. Mais bon, ça, c'est maman. Maman, donc, artiste, espagnole, amoureuse de la Méditerranée, et puis très peu sûre d'elle, parce que cette femme... savait à peine lire et écrire, quoi. Donc un tempérament d'artiste qu'elle n'aura sans doute pas osé mener à son terme, si ce n'est à travers ces petits émaux magnifiques. Voilà, ce mode d'expression-là. Voilà, qu'elle a fait
dans la deuxième partie de sa vie. Ben, merci de l'avoir apporté pour nous. Merci à vous de m'avoir permis de le montrer. Ils vous ont appris quoi d'essentiel, vos parents? Qu'est-ce que vous avez retenu de leur éducation, de ce qu'ils vous ont transmis? La rigueur, j'allais dire. Ça, c'est le côté prof quand même, la rigueur. Et puis surtout d'être des femmes libres. Mes sœurs et moi, on est vraiment, je pense, chacune... on a essayé de gagner notre liberté. On n'a jamais compté sur personne pour trouver un métier, être bien dans sa peau. On ne s'est jamais abrité derrière d'autres gens que nous-mêmes. Et c'est peut-être comme ça qu'on s'est retrouvés à la télé, Françoise et moi d'ailleurs, par hasard, puisque mon père était un homme qui adorait les livres et maman était très très loin de ces histoires d'images et de télévision. On n'est pas du tout d'une famille qui... Pas du sérail, quoi. Non, Voilà. pas du tout. Mais je pense que c'est cette liberté, cet apprentissage de l'autonomie, de la responsabilité, de la liberté qui nous a amenés là, je pense. Alors la liberté, puisque vous en parlez, on va approfondir un petit peu le sujet. C'est une valeur qui vous tient à cœur, aussi bien dans tout ce que vous nous venez de nous dire qu'en amour. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet aussi du livre. Oui. On verra un peu la douce joie d'être trompé, on l'expliquera à ce titre. Mais à la Oui. fin, comme vous le faites dans votre livre, il Oui. faut attendre la dernière ligne pour savoir. Pour savoir, oui. Ah oui, c'est un suspense qui est très bien mené. Mais la liberté, parlons-en, est-ce que vous la prenez aussi finalement en amour? Dites un moment d'ailleurs. Ben, c'est assez contradictoire ce que je peux dire sur la liberté. Je pense que pour aimer... Aimer, c'est accepter de renoncer à sa liberté. Voilà, Oui. c'est ça que je cherchais. Oui, oui, oui. Bah, Je ne vous n'y allez pas de main morte, hein? Non, je n'y vais pas de main morte et je ne renonce pas à cette phrase non plus. Aimer, c'est renoncer à sa liberté. Alors, quelle forme de liberté? Alors on m'a dit, mais quoi, vous êtes pour la soumission des femmes aux hommes, pour cet ordre éternel qui voudrait que les hommes se sentent libres et pas les femmes La douce joie d'être trompé peut être une joie de soumission à l'homme aimé, mais c'est toujours un asservissement volontaire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Merci de lire jusqu'au bout. Voilà. Ça veut dire que je pense que pour aimer pleinement, pour aimer entièrement, pour que l'amour s'épanouisse, je pense que la première condition, c'est d'être libre. On ne peut pas aimer un homme quand on est une femme, ou aimer une femme quand on est un homme, si on n'a pas d'abord conquis sa liberté. Ça veut dire évidemment sa liberté sociale, professionnelle, financière. Ça veut dire que l'amour ne doit jamais être une béquille, un marchepied, une sécurité, un soutien. Bon, une fois qu'on a conquis cette liberté professionnelle et sociale, je pense qu'il faut aussi avoir conquis sa liberté personnelle, intérieure, pour aimer, que ce soit pas parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers cet homme-là qu'on y va, quoi. Il y a cette autonomie et cette liberté personnelle qui doivent avoir été conquises avant de pouvoir aimer entièrement un homme. Et d'y renoncer, c'est ça, à cette liberté? Et à ce moment-là, on peut conquise si chèrement? Oui. Mais pourquoi y renoncer? Enfin, pardon, ça, c'est la liberté professionnelle, financière et sociale. Hein. Ça, je crois que non, il ne faut pas. Mais ça, je reste dans un domaine trivial. Mais sinon, la liberté oui. intérieure. Oui, je pense que oui. Alors, pourquoi oui? Pourquoi renoncer à sa liberté intérieure? Est-ce qu'au contraire, le fait de rencontrer, vous l'appelez souvent l'aimer, Oui. ou l'être aimé, Oui. dans le livre, bon, on va reprendre les mêmes termes, devrait au contraire être une nouvelle, pas libération, mais un nouvel accès à une nouvelle liberté, non? Une libération peut-être, mais une libération de soi-même, dans la perte de sa propre liberté. En effet, une libération. Ça, c'est un beau mot. Voilà. C'est en effet, il s'agit de libération. Et pour accéder à sa propre libération, il ne faut pas se cacher derrière sa liberté. Il faut accepter de la perdre aussi. Il faut tout parier sur l'amour. C'est le plus compliqué. Même sa liberté. Même sa liberté. Alors, ça veut dire quoi? Que vous avez perdu tous vos paris, vous? Je les ai gagnés. Vous les avez gagnés. Alors, expliquez-moi ça. Ben oui. Parce que vous me dites, je suis une femme, et vous le dites d'entrée de jeu, vous êtes très, très lucide, voire même un peu dur, en disant, moi, j'ai été constamment trompée, Oui. et je pense même avoir induit ce comportement. Oui. Mais ça, c'est de la prétention. Je me dis, peut-être que je suis tombée sur un homme qui m'aimait tellement que pour que je l'aime, il m'a trompée. Bien sûr. C'est un point de vue, hein. Non, mais on sent que vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet, donc je vous taquine un peu, mais c'est beaucoup plus sérieux et profond que ça, quoi. Alors, expliquez-nous justement. Mais c'est vrai que c'est plus... Comment vous dire? C'est pour ça que j'ai voulu l'écrire aussi. Parce que ce qu'on dit là sur la liberté, la libération, l'amour, c'est des choses qui ont besoin à la fois
de silence et de solitude pour arriver à faire des petites bulles de liberté et de joie dans le cerveau. Et au fond, cette solitude et ce silence, c'est ce qui est nécessaire aussi pour écrire. C'est pour ça que je savais bien que la douce joie d'être trompée, je ne pouvais la cerner que dans l'écriture. J'en ai pas parlé avec d'autres femmes trompées ou avec des hommes trompés. J'ai pas mené d'enquête parce qu'il me semble que, pour le coup, ce que je dis sur l'asservissement de sa propre liberté, sur la joie qui vient après l'infidélité de l'aimer, ce sont des choses qu'on peut écrire et qu'on peut lire, mais qui ont besoin à la fois de silence et de solitude pour se palper, pour se toucher, pour être comprise. Alors avant d'arriver à la douce joie d'être trompée, je rappelle que c'est la toute dernière phrase du livre, il y a tout un parcours qui passe par la colère, les cris, les pleurs, l'incompréhension. Oui. Ah oui, être trompé. Quand je dis la douce joie d'être trompé, c'est un titre qui est un raccourci, évidemment. Être trompé, c'est épouvantable. C'est une blessure qui peut être, dont on peut ne pas se remettre. D'ailleurs, dont je dis que non seulement on peut s'en remettre, mais que la joie vient derrière. Mais c'est une blessure terrible, c'est un coup de poignard. On y perd une partie de soi, on y perd quelquefois son identité, on est traversé par le chagrin, la haine, la colère, le ressentiment. Alors le danger, c'est évidemment de s'accrocher à la haine, au ressentiment et au chagrin, comme si c'était la seule partie de soi qui reste encore vivante, et qu'on se nécrose là-dessus, vous voyez, parce que tout le reste étant tombé en cendres, puisqu'on n'est plus aimé, puisqu'il est allé aimer une autre femme, puisqu'on n'est plus rien, puisqu'il en a choisi une autre. Et que tout ça est devenu tellement de la cendre que la seule partie de soi qui reste un peu entière et dure, c'est la haine, le ressentiment, le chagrin, la partie qui se révolte, quoi. Voilà. Eh ben non, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là. Il faut être traversé par la haine, le chagrin, le ressentiment. Mais il faut continuer. Il faut attendre. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'attentes. Je l'avais noté ça. Il faut attendre, il faut toujours attendre, encore attendre. Oui. Je dis, mais attendre quoi? Attendre qu'il revienne, qu'il vous retrompe avec une autre femme? On ne sait pas. Attendre de savoir où on en est. Vous avez beaucoup attendu, hein? Oui, j'attends toujours beaucoup. De toute façon, l'amour, c'est aussi attendre. Ça fait partie aussi des lois de l'amour, d'attendre. Attendre de savoir qui on est dans cette histoire, où on en est. Attendre. Il y a un moment où on sait. Il y a un moment où on va savoir. Il ne faut pas se dépêcher. Il y a un moment où ça sera exactement ça. Il faut se faire confiance. Même attendre, c'est se faire confiance. Il y a un moment où ça va être ça. Bon, et une fois qu'on a attendu. Mais voilà, ce que je ne voudrais pas, Emmanuel, c'est qu'on puisse penser que je dénie, je renie toutes les conventions amoureuses pour en instaurer d'autres à leur place. Je ne veux pas troquer des conventions contre d'autres. Je voudrais que chacun ou chacune, si le livre pouvait servir juste un tout petit peu à ça, ça serait formidable, puisse se forger ses propres conventions, ne s'en référer qu'à elle-même ou qu'à lui-même. On a tous des schémas. On a tous des schémas dans la tête, des schémas donnés par la télé, par les médias, par que sais-je. Il faut les détruire. Il faut ne faire confiance qu'à soi. Par exemple, cette histoire de « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». C'est une bêtise sans nom. C'est exactement le contraire. Je trouve cette phrase affreuse. Elle est affreuse. Vous voyez, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire des preuves d'amour? C'est quoi des preuves d'amour? Mais c'est quoi? Alors on a besoin de preuves d'amour pour voir que l'amour est là? Mais non. L'amour, c'est l'amour, point. On n'a pas besoin de preuves. Jamais. Alors les autres, l'entourage, l'extérieur, oui, ils vont toujours dire que ça ne va pas, qu'ils vous aiment pas assez, que si vous aimez, il ferait comme ci, il ferait comme ça, il serait comme ci, il serait comme ça. Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce que ça veut dire que quand on a besoin de preuves, c'est justement qu'on n'est pas sûr de cet amour? Bien sûr. Voilà. Peut-être aussi. Vous parlez du mariage à un moment. Oui, mais je ne veux pas en parler bien. Plutôt dans la deuxième... on sent que ça vous questionne. Ça vous pose question. Oui, parce que je ne me suis jamais mariée. Je vous l'ai dit, je suis une enfant de mai 68, donc je ne pense pas que le mariage m'ait fait rêver, mais en même temps, je pense que quand même, on m'a beaucoup lu, maman m'a beaucoup lu aussi les contes de fées quand j'étais petite. Donc il y a ce mythe du mariage et du bonheur que ça représente, qui fait aussi partie de ma culture, quoi. Je ne sais pas quoi penser du mariage. C'est pour ça que je parle de François Mauriac. Ah oui, qu'est-ce que vous dites? Mais oui, parce que Mauriac, en plus, il est bordelais, tellement représentant de cette bourgeoisie bordelaise que j'ai détestée.
Et en même temps, bon, c'est Mauriac, donc il dit des choses formidables, quoi. Il a quand même écrit un roman, Thérèse d'Escaïroux, où elle essaye de tuer son mari. En même temps, il dit beaucoup de bien du mariage, lui. Le mariage, du point de vue de la religion catholique dans laquelle vous avez Oui. été élevé, c'est aussi le sacrement du mariage. Oui. C'est pas juste le mariage social, etc. Oui, c'est ce que dit Mauriac aussi. Il y a véritablement Oui. le sacrement, et le sacrement du mariage, ça sert surtout quand ça ne va pas en réalité. Enfin, quand on y croit. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Le sacrement du mariage, je vais expliquer ça avec mes mots, mais c'est Dieu qui est là. D'ailleurs, vous en parlez à un moment. Oui. C'est pas qu'un mariage devant les hommes, c'est pas qu'un mariage devant la société. Vous voulez dire que devant la difficulté du mariage, quand on a été marié... Moi, je crois que le sacrement agit, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la présence de Dieu, témoin de cette union entre un homme et une femme... C'est un couple à trois, quelque part. Voilà, fait que, même si le mariage est un peu bancal... Voilà, l'idée de Dieu... Pas que l'idée. Oui. Pourvu qu'il n'y ait pas que l'idée. Oui, enfin, Dieu qui a uni cet homme et cette femme fait que le mariage peut On espère, résister. en tout cas, c'est le sacrement du mariage. Voilà, ça vous parle, cette histoire du sacrement du mariage? Oui, ça me parle. Ce qui me parle, c'est le sacrement de l'union entre un homme et une femme. Bien sûr que ça me parle. C'est aussi ça que je veux dire, que je veux écrire, c'est que on est quand même dans une période où les gens se rencontrent facilement, où les couples se font et se défont. À une vitesse. Comme ça, comme si de rien n'était, comme souvent une chose les gens accessoire. Ont plusieurs couples. Oui. Et je ne voudrais pas qu'on croie que je vais dans cette voie-là. Pas du tout. Je pense que l'amour est une chose. Que Dieu existe ou pas, et moi je n'ai pas la réponse, mais l'amour est une chose extrêmement rare, qui arrive une fois, deux fois, peut-être trois fois pour les plus chanceux dans la vie. Et quand on a le bonheur, la chance de rencontrer quelqu'un qu'on aime, eh bien, s'il y a tromperie, infidélité, l'amour peut exister toujours. Il ne faut pas se dépêcher de rompre le lien amoureux parce qu'il y a infidélité. L'amour peut non seulement continuer à exister, mais être encore renforcé dans l'infidélité de l'autre. Vous dites on peut être infidèle sans trahir. Ah oui, ça oui. De toute façon. C'est ce dont vous êtes en train de parler. Oui. Et puis même quelquefois, l'infidèle, l'homme ou femme, peut croire avoir trahi et n'a pas trahi. Je veux dire, tout est possible. Mais pourquoi n'a-t-il pas trahi? Il a quand même trahi, surtout s'il y a mariage, mais même s'il n'y a pas mariage, il y a une sorte de... Il y a un lien vrai, secret. Il a quand même trahi quelque part. Non, parce que le lien d'amour entre un homme et une femme est toujours unique. Même si l'infidèle va créer un autre lien ailleurs, avec une autre femme, un autre homme, le lien qu'il a, ou qu'elle a, avec l'être aimé, ce lien est unique. C'est pas vrai qu'on refait le même lien avec d'autres. C'est pas vrai. Chaque amour est unique. Alors on peut ne plus le vouloir ou le continuer, mais chaque amour est unique. Il n'y en a jamais un qui remplace un autre. Jamais. Vous dites aussi le contrat de fidélité me semble témoigner davantage de la peur de l'amour que de l'amour même. Oui. C'est encore... Oui, je crois que... C'est ni vu ni connu là comme ça au début d'un chapitre, mais un chapitre qui s'appelle Serment d'ailleurs. Oui, je crois que Vous n'y croyez pas beaucoup au serment de fidélité? C'est pas que j'y crois pas, je crois que c'est des contraintes qui contraignent l'amour et que ça ne sert à rien. En plus, ça veut dire quoi faire un serment de fidélité? Je ne te tromperai jamais. Qu'est-ce qu'on en sait? Il faut rester humble face à ça, mais ça veut dire mettre en tout cas tout en œuvre pour rester fidèle à la personne et essayer de faire en sorte que les deux s'épanouissent dans cette fidélité commune. Oui, on peut s'épanouir dans la fidélité, on peut s'épanouir aussi dans l'infidélité. Je ne suis pas sûre que la fidélité soit ni garant de l'amour, ni source d'amour. Pas forcément. Je crois que c'est une contrainte qu'on se met. Au début, on l'épouse forcément joyeusement, l'idée de la fidélité, puisqu'on est comme ça dans il y a une période fusionnelle en amour, même si je dis que pour moi, l'amour, c'est pas du tout la fusion, mais il y a quand même une période fusionnelle. Les 2-3 premières années, oui. Oui, mais après, c'est pas comme ça. Alors si la fidélité, c'est une contrainte qu'on met sur... la relation d'amour qu'on a avec une personne, je ne la trouve pas bonne. Je trouve que la seule fidélité, en effet, bon, c'est un peu bateau de dire ça, la seule fidélité qu'on se doive, c'est la fidélité à soi-même et à l'amour qu'on éprouve vis-à-vis de cette personne. Que l'amour qu'on éprouve pour cette personne vous pousse à l'infidélité, moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai vu des hommes pour qui c'était le cas. Et je vois des femmes aussi. Ça me choque pas. On a parlé tout doucement de la question de Dieu. Je disais que vous aviez été élevé dans une famille catholique, très catholique même. Très catholique. Je ne sais pas ma mère si elle croyait vraiment en Dieu, mais sa mère à elle,
qui était analphabète, Votre espagnole grand-mère. aussi, ma grand-mère espagnole, qui était analphabète, mais extrêmement intelligente, a eu plusieurs apparitions du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge, qu'elle racontait volontiers. Et ça prenait quelle forme alors, oui? Eh bien, par exemple, l'apparition du Saint-Esprit, si un jour je pensais raconter ça, l'apparition du Saint-Esprit, elle s'était endormie dans un fossé en Espagne, ça devait être dans les années, entre les années 1910 et 1920. Elle s'est endormie dans un fossé, au pied d'un arbre. Et tout d'un coup, alors elle faisait le geste. Elle a senti quelque chose qui l'a tapée comme ça sous le pied et qui l'a réveillée. Puis elle refaisait le geste comme ça. Elle avait des sabots, je pense à l'époque, dans les Asturies. Et ça l'a réveillée en sursaut et c'était l'Esprit Saint. Mais sous quelle forme? Alors après, c'était sous la forme d'un oiseau dans l'arbre. Et elle avait très peur et qui lui disait qu'elle ne devait pas avoir peur et tout ça. Voilà, donc c'était... Et puis alors la Sainte Vierge, plusieurs fois. Soit la Sainte Vierge de Lourdes, soit de Fatima, parce qu'elle faisait des différences suivant les habits que portait la Vierge. Et puis elle le racontait volontiers, elle nous le racontait à nous volontiers. Et c'est quelque chose, vous y croyez, vous? J'ai traversé plusieurs périodes, Emmanuel, de foi et de moments où j'avais perdu la foi. Je ne sais pas trop... Et puis c'est peut-être pas le lieu d'en parler ici, donc je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, mais bon, disons que je continue à fréquenter les églises, voilà. Ce sont des lieux qui quoi, vous régénèrent, vous inspirent? Ce sont des lieux qui me régénèrent plutôt, oui, c'est ça, qui ramassent l'énergie au bon endroit et au bon moment. Oui. Oui. Avec une dévotion particulière, je ne sais pas moi, pour la Sainte Vierge dont vous parliez, ou pour non, mais des saints particuliers? Non, pas forcément. Parce qu'évidemment, on est tout près de la superstition. Un truc très bête. J'ai perdu mon chat pendant 15 jours, j'étais extrêmement malheureuse. Quelqu'un m'a dit, tu vas aller remercier Sainte Rita. Mais je me dis, il faut arrêter de tout mélanger, le chat, les saints. Mais en revanche, je pense que dans toutes les religions, ou dans l'idée que je me fais de Dieu, c'est que je pense qu'il faut rendre grâce, quoi, toujours. Il faut... Je veux dire, dans les moments de foi, c'est vraiment remercier Dieu pour... Donc il est présent dans votre vie quand même. Enfin, à la question, croyez-vous en Dieu? Je ne sais pas à quoi répondre. Je crois que oui. Si vous rendez grâce, c'est forcément vous rendez grâce à oui, quelqu'un. Oui, mais j'aimerais bien être comme Claudel, au pied d'un des piliers de Notre-Dame, et se dire, voilà, ça y est, quoi. Mais je dis dans le livre, ça n'a... Je ne sais pas si ça n'a rien à voir, mais l'idée du pari de Pascal est une idée qui me séduit infiniment, quoi. Qu'avez-vous à perdre? Joie, enfin je ne sais plus comment il dit ça, mais parier sur Dieu. Donc c'est ce que vous faites. J'ai pas tous les jours ce courage-là. Mais vous n'avez pas fait baptiser vos filles pour autant. Donc à l'époque, vous n'avez pas fait ce pari-là? Non, à l'époque, je n'ai pas fait ce pari-là. Mon père le regrettait beaucoup. Mon père était croyant. Et il allait à l'église tous les dimanches. Il a beaucoup regretté que mes filles ne soient pas baptisées. Et vous? Et moi, j'ai regretté de ne pas lui avoir fait ce plaisir. Mais bon, c'était un moment de ma vie où, je veux dire, la révolte était plus forte que la foi. Ce que je regrette beaucoup, c'est que je pense que j'aurais volontiers fait baptiser mes enfants quand elles ont 8-10 ans, mais que là, ça devient tout d'un coup très compliqué. Autant c'est simple de faire baptiser un enfant à la naissance, autant quand cet enfant a 8-10 ans, ça prend des proportions... Il y a tout un parcours catéchétique à voilà, c'est ça. Quoi, oui. Qu'elle n'était pas prête à effectuer du tout, ni l'une ni l'autre. Alors j'ai consolé mon père en lui disant, mais tu sais, si elles se marient, elles peuvent comme ça être baptisées du jour au lendemain si elles se marient à l'église. Je ne sais pas si c'est vrai. Elles sont un peu jeunes encore. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elles feront. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elles feront. Et si vous pouviez adresser une prière à Dieu, vous lui diriez quoi dans cette prière? C'est très indiscret comme question. Oui, mais il n'y a que des réponses indiscrètes. Je vous l'ai dit, je le remercierai. Je le remercierai. Des louanges avant tout. C'est beau? J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. C'est beau de vous l'entendre dire, vous qui avez été constamment trompée. Vous avez une manière quand même de beaucoup positiver les choses. Non, j'ai eu la chance d'aimer, d'être aimée. Je veux dire, c'est vraiment une chance. Et d'avoir su le reconnaître, et d'avoir su reconnaître l'amour au moment où il passait, quoi. Parce que vous savez, l'amour, ça dérange tellement. C'est tellement... Enfin, c'est tellement une chose qui dérange, n'est-ce pas? Quelqu'un quand l'amour fait éruption dans votre vie, vous ne savez pas où le mettre. Enfin,
c'est pas dans l'emploi du temps, c'est pas prévu, c'est pas cadré, c'est pas là où il faut. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, il est trop jeune, trop vieux, trop pauvre, trop riche, trop loin. Ça va pas, ça va jamais. Et on peut comme ça passer à côté. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre dans ma vie à 2 ou 3 reprises, et c'est une grande chance, quoi. C'est une grande chance. Alors, il y a un homme dont vous êtes, entre guillemets, amoureuse, il s'appelle Philippe Solers. Oui. Je dis bien entre guillemets. Hein. Entre guillemets. Attention. Oui. Je t'ai demandé de nous apporter un petit peu de lecture et tout de suite, vous avez pensé à cet homme-là, Oui. qui est un homme qu'on voit beaucoup dans les médias. Oui. Brillant, cultivé, oui. écrivain. C'est avant surtout tout. un écrivain extraordinaire. Moi, quand je lis Solers, vous me demandez ce que ça faisait quand il fait d'entrer dans une église, je vous ai dit comme ça de régénérer, vous m'avez proposé ce mot. Mais voilà, les auteurs que j'aime, c'est comme ça. C'est-à-dire que je lis et tout d'un coup, ça me donne une sorte d'énergie, ça recentre l'énergie à un point fondateur, quoi. Et je suis extrêmement reconnaissante à ces auteurs que j'aime, et en particulier à Solers. Et Solers vous fait cet effet-là, Ah ouais, je trouve que c'est un auteur magnifique. que vous avez pu rencontrer pour de vrai. Je l'ai rencontré pour de vrai, mais bon, comme ça, c'est pas... En plus, on est toujours... Un peu gauche. Bien sûr, oui. Et puis, je veux dire, ce qui compte, c'est ce qu'il écrit, évidemment. Enfin bon, je trouve que c'est un homme très séduisant et tout ça, mais bon, c'est vraiment l'écrivain qui est un homme remarquable, quoi, d'un style... Et qu'est-ce que vous avez choisi dans ce recueil, hein? Oh ben, C'est un recueil qui pèse le poids des mots, là. Ouais, on mais voit parce que ce c'est un recueil c'est. de textes, et puis Parce qu'il écrit sur énormément de choses, Solers. Donc, Oui, sur énormément de gens, sur énormément de choses. Il a écrit des romans, des chroniques, sur l'actualité, sur tout. il est quoi. brillant sur beaucoup de... Effectivement. Et puis, il est vraiment génial. Alors, vous avez choisi quoi comme, j'ai comme, choisi comme un lecture? truc sur le nouveau code amoureux, un extrait du nouveau code amoureux. Qu'il avait écrit. Non, ça, vous voulez être aimé? Commencez par vous aimer vous-même. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas? La conspiration des égaux, titre un journal aujourd'hui. Oui, mais en retournant à la politique, cette vieillerie inoffensive, ce n'est pas la politique qui va vous apprendre à méditer sur vos sensations. Passer de Mao Tse-tung à Fragonard est encore d'ancien régime, me reproche un essayiste qui vient de faire le constat du désastre de sa vie amoureuse. Eh, mais Fragonard est d'une extrême actualité, chers confrères. Vous y auriez puisé à temps des enseignements d'ironie. Un vaccin de charme. Contrairement à ceux qui croient que la grande France est celle des cathédrales et de la Révolution, discours de Malraux en 1948, le XVIIIe siècle a de nouveau tout à nous dire. Les droits de l'homme eux-mêmes viennent directement d'une des expériences les plus libres de l'histoire de l'humanité. Allons, allons, relisez Casanova, Sade, Diderot, Voltaire, sans quoi ce sera Jeanne d'Arc, prophétie. Bon, je ne sais pas si vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce petit passage? Cessez d'être jaloux, jalouse, comme c'est laid, inutile, démodé, risible. Tout va si mal que l'indulgence doit être générale. Pas de confidence ni de transparence. Famille ne veut pas forcément dire familiarité. Agissez comme bon vous semble, en dehors de votre base de repli. Ne racontez rien. Pas de temps perdu en psychologie. Femmes, aimez vos maris quoi qu'il arrive. Maris, aimez vos femmes et vos enfants, sans vous occuper d'où souffle le vent. Mais c'est magnifique d'écrire comme ça, non? C'est magnifique. C'est magnifique et ça, là, pour le coup, ça rentre en résonance. Oui. Oui. Je comprends la résonance Oui. qui se fait par rapport, bon, tous les textes ne sont pas sur Non, le non, couple non. et l'amour. Hein. Non, c'est sur, je sais pas, sur Rimbaud, sur Casanova. Oui, je comprends le côté effectivement vivifiant de Oui. cet auteur. Oui, oui. Oui, c'est une magnifique pensée qui s'accorde magnifiquement avec les mots choisis. Je trouve qu'il y a là un accord parfait de style et de pensée, quoi. La pensée en marche dans les mots. C'est qui les autres auteurs qui vous feront le même effet que Solers? Colette, Colette, il y en a ça plein. je sais. Colette, oui, évidemment. Il y en a plein, Évidemment. Elle n'a pas eu une vie amoureuse très facile non plus, Colette. Hein. Non, mais elle avait une vie de femme libre. Elle croyait pas trop. Elle croyait pas trop. Je crois que la fidélité, elle supportait pas trop, me semble-t-il. Encore que quelqu'un m'a dit qu'à la fin de sa vie, vous savez, elle écrivait un journal qu'elle avait intitulé Le Fanal bleu, parce que c'était une petite lumière bleue comme ça, comme un fanal au milieu de la nuit. Et elle avait épousé Maurice Goudquet, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et quelquefois qui sortait sans elle. Donc elle imaginait qu'il allait peut-être voir d'autres femmes, et elle lui disait, quand il partait, trompez-moi, mais ne me trahissez pas. Donc elle avait accepté quand même à la fin de sa vie d'être trompée, elle avait compris que c'était pas grave. Mais elle a tellement souffert de l'infidélité de ses maris, et souffert... Du premier, notamment. Du premier, même du second aussi.
Mais du premier surtout, vous avez raison. Que je ne crois pas qu'elle a été... Peut-être qu'elle a acquis sa liberté plus difficilement que moi ou même que vous. Je veux dire, c'était plus difficile à son époque. Donc je pense que c'est pour ça que la souffrance de l'infidélité a dû être plus grande, quoi. On va quand même tenir notre promesse, on va revenir à ce titre, Oui. La douce joie d'être trompé. Ne laissons pas nos téléspectateurs trop sur leur faim. Donc il y a toute cette progression. Comment l'expliquer? Enfin, je vais vous laisser, voilà, pardon, excusez-moi, expliquez, vous, comment on arrive à cette douce joie d'être trompé après l'humiliation, la colère, les pleurs, les cris, la haine. Comment on arrive à s'apaiser? Quand on vous voit, vous êtes sereine, apaisée. En maîtrise totale. Comment on arrive à la douce joie d'être trompé? Je crois que la douce joie d'être trompé, c'est la douce joie d'aimer, tout simplement. Vous savez, on nous a appris quand on était petite que les hérétiques au Moyen-Âge, on les faisait marcher sur la braise. Et si, après avoir marché sur la braise, pour revenir à ma grand-mère et à l'apparition ces apparitions du Saint-Esprit, on marchait sur la braise, et si, après avoir marché sur la braise, les pieds étaient intacts et pas brûlés, c'est que Dieu n'avait pas abandonné ces gens-là, et que ces gens n'étaient pas hérétiques, mais étaient en effet de vrais fidèles, n'est-ce pas? Eh bien, la tromperie ou l'infidélité de l'être aimé, ça serait cette marche sur les braises. On peut en sortir intact. Et quand on est intact, après cette épreuve de l'infidélité, de la tromperie, l'amour apparaît dans une réalité encore plus belle, plus chère, plus dense. C'est-à-dire qu'avant, on aimait, ça allait de soi. Après avoir été trompé, quand on aime encore, l'amour est encore plus dense, encore plus de résonance. C'est pour ça que la joie est encore plus forte. C'est l'allégresse d'aimer. Alors on se dit, mais comment c'est possible? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est là. Et que cette joie, elle arrive au moment où on ne l'attend pas. Où on croit soit qu'on est dans le chagrin, dans la haine, dans le ressentiment, ou au mieux dans l'indifférence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un moment précis, nous le faire visualiser, ou peut-être le moment où la première fois, j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on ressent ça, la première fois vous avez ressenti cette joie totalement inattendue dans un contexte où elle n'a a priori rien à faire? Écoutez, je pourrais citer 2 endroits. Une fois, c'était en marchant dans la rue, où tout d'un coup, j'ai senti que le pas devenait extrêmement léger, alors que j'étais triste, au bord des larmes sur mon trottoir. Et tout d'un coup, quelque chose comme ça de... Je me suis dit, mais c'est quoi là? Mais c'était mon homme, quoi. Je me réjouissais que cet homme-là soit vivant, aimant, et même une autre. Je ne peux pas vous dire, comme j'étais heureuse de penser que cet homme-là était vivant et comme l'amour était là. L'amour était là. Et je suis convaincue, mais alors peut-être que là, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je suis convaincue que l'amour est une chose qui est toujours partagée. Je ne pense pas qu'on puisse être seul à aimer. L'amour, c'est un peu comme les cordes vocales, vous savez, c'est parce qu'il y a deux membranes qui vibrent que ça donne de la voix. Eh bien, l'amour, ça serait ça. Ça serait 2 pôles, 2 membranes, 2 peaux, 2 épidermes qui, au contact l'un de l'autre, 2 inconscients qui, au contact l'un de l'autre, font jaillir l'amour. Mais l'amour, c'est pas une personne qui aime et l'autre qui aime pas. Ça n'existe pas. C'est autre chose. C'est de la tendresse, c'est de la passion, c'est autre chose. Mais l'amour, c'est toujours une vibration entre 2 pôles, 2 êtres. Et je suis témoin de cette vibration. Et donc, évidemment, quand je ressens la joie de penser à l'homme qui m'a trahi, que j'ai aimé, et que cette pensée devient source de joie, c'est parce que je suis à nouveau dans l'amour. Et si je suis à nouveau dans l'amour, il y est aussi. À quel moment vous en êtes arrivé à découvrir cette joie dans votre vie? C'est intervenu quand? Mais c'est intervenu, c'est pas un chemin comme ça, tout tracé, puis on arrive à la joie, on est content. Je veux dire, ce que je vous dis là aujourd'hui, je peux très bien penser le contraire demain. C'est fragile. C'est un truc qui peut s'échapper. Ah, on ne sent pas que c'est fragile dans votre livre, hein. On vous sent assez sûr de vous, assez... On sent un long chemin, effectivement. Mais la fragilité, je ne l'ai pas ressentie, moi. Je ne devrais pas dire fragilité, vous avez raison. Je devrais dire risque.
On prend le risque que ça ne soit d'accord. plus vrai. C'est-à-dire qu'on parie tous les jours. Mhm. Il n'y a pas de... On en revient au pari. Oui, il n'y a pas de certitude. Enfin, il y a la certitude sur le moment, mais elle est toujours mise en jeu. Et en effet, on arrive au pari. C'est en effet, chaque fois, il faut parier, quoi. Mais vous me parlez tout à l'heure de la foi. Peut-être que la foi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, peut-être je dis une bêtise parce que je ne sais pas. La foi, c'est peut-être aussi un pari renouvelé. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez rencontré des femmes qui ont eu le même parcours que vous, enfin, à qui ce titre, finalement, a parlé Oui, avant que vous ne l'expliquiez? oui. Oui, oui, il y a des femmes qui ont... Bon, il Des y a femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs. Moi, je parle de femmes, Oui, naturellement. des femmes mais et des hommes, oui. Mhm. Qui ont tout de suite été... Interpellées, et positivement, en tout cas. Oui, c'est ça, qui ont compris, quoi. Qui ont compris ce que ça disait. Qui ont compris ce que... Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça donnait, un peu, les échanges entre personnes qui, finalement, ont parcouru le même chemin, enfin, se comprennent? Oh, c'est très jubilatoire. C'est très joyeux, pour le coup. C'est très plaisant, quoi. C'est très plaisant. Et aujourd'hui, vous, sans trahir de secret, mais vous accepteriez encore que l'homme de votre vie continue de vous tromper? Vous allez l'accepter longtemps? Je n'ai jamais rencontré d'homme fidèle, Emmanuel, donc je ne sais pas... Je vous présenterai le mien. Enfin, j'espère. D'accord. Mais je sais... J'ai jamais aimé d'homme fidèle. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne s'est pas trouvé? Non. D'où on en revient au début de l'émission, en fait, que vous pensez que vous suscitez, vous, ou que vous êtes attiré, en tout cas. Oui, ça, c'est J'ai vu une phrase d'ailleurs qui dit ça, que les femmes sont assez naturellement attirées par les hommes infidèles, en espérant qu'elles arriveront à le tenir. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que ça, c'est le pari stupide. Enfin non, justement, c'est pas le pari stupide, c'est l'illusion, quoi. C'est l'illusion, mais c'est presque l'illusion de Don Juan qui touche la main du commandeur en se disant que c'est lui qui va vaincre. Évidemment, c'est pas lui qui va vaincre. Évidemment, une femme dans les bras d'un séducteur, elle croit qu'il va enfin s'arrêter à elle et la choisir pour de bon. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Ce qui est valable pour les femmes, parce que vous vous placez de votre point de vue, donc Oui. forcément le point de vue est féminin, vous pensez que c'est valable pour les hommes aussi, pareil, sans autre nuance, sans autre éclairage J'aurais tendance à penser que oui. J'aurais tendance à penser que les femmes et les hommes sont beaucoup plus égaux dans les affaires de l'amour qu'ils ne le prétendent eux-mêmes. Vous savez, comme cette histoire de dire qu'un homme qui trompe, c'est moins grave qu'une femme qui trompe, parce qu'une femme met davantage d'âme dans l'amour que l'homme. Enfin, dans l'amour, dans la relation sexuelle que l'homme. Je crois que c'est complètement faux. Je crois que les hommes et les femmes, ils mettent autant ou aussi peu. On fait comme... Mais il ne faut pas rester sur des stéréotypes. Oui, finalement. pas du tout. Je crois qu'un homme qui trompe une femme, c'est juste une fois, c'était juste comme ça, une fois en passant, c'est pas grave. Ben, si, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Une fois en passant, c'est peut être un nouvel amour qui commence. C'est évidemment très grave. Mais aujourd'hui, vous parliez de Colette tout à l'heure en disant qu'elle a eu sans doute plus de mal à conquérir sa liberté que nous à notre époque. Oui. Notre époque aussi a tendance à un peu dévaloriser toutes ces notions d'amour, à rendre beaucoup plus léger ces relations d'un soir, d'une semaine, Oui. d'un mois. Oui, On n'est plus dans... Rien n'a d'importance aujourd'hui. oui. C'est dommage, hein. C'est dommage. On va terminer l'émission avec des petites questions. Oui. Alors, vous avez droit à un joker. D'accord. Justin? Ah oui, Justin. Bon, Déjà que je n'en donne pas d'habitude. Bon, d'accord. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Votre émission est presque finie. Je sais pas. Je veux bien répondre. On a le temps, on a le temps. Ne vous inquiétez Le plus pas. beau compliment. C'est une émission, on a le temps de réfléchir. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Je sais pas. Et la qualité qu'on préfère chez vous, vous la connaissez? Vos amis vous en parlent ou vos filles, La d'ailleurs. qualité qu'on préfère chez moi. La qualité qu'on préfère chez moi. Quand on ne connaît pas bien la douceur. Bah, c'est ce qui émane de vous Oui. là, quand on... Oui. Ce qui n'empêche pas une certaine vivacité, mais, Oui, mais bien sûr. vous n'êtes pas douce alors? Pas tout le temps, hein. D'accord. Pas tout le temps. De quoi sont composés vos jours de joie secrète? De silence, de lecture, d'écriture, de solitude.
Quelque chose de très, très austère, finalement. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup aller voir. J'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup aller voir un tableau au Louvre. J'aime beaucoup avoir ma journée devant moi sans aucun rendez-vous et lire, me promener, rêvasser. J'adore ça. Je trouve ça. J'ai la chance de pouvoir le faire de temps en temps. C'est quoi votre vue préférée? Si on pouvait vous téléporter là en claquant des doigts, ce serait où? Pour admirer quel paysage, quelle vue? Sienne. Ah oui, c'est vrai que vous avez une relation à la Toscane Ah oui, vous savez ça. assez forte. Oui. Vous en parlez dans le livre à un moment. Ah bon, j'avais oublié Oui, que j'en parlais vous dans parlez ce livre. des tours de Sienne que vous voyez depuis la Oui, c'est fenêtre vrai. de votre chambre. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il faudra le relire. Hein. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'avais oublié. Parce que dans l'autre livre sur la météo, j'avais beaucoup plus décrit la Toscane. D'accord. Et Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette région? C'est une région douce. Excusez-moi de D'abord, ramener c'est- ça à la douceur, oui, mais... c'est vrai que c'est une région qui me rappelle la région d'origine de mon père, qui est le Gers, où il y a comme ça cette même équilibre géographique Ah oui. entre les vallées, etc. Mais en plus, la Toscane, il y a cette énergie créatrice incroyable de tous ces gens, quoi. Peintres, sculpteurs, mathématiciens, philosophes. C'est incroyable. Moi, j'ai envie d'aller sur le sol toscan pour me dire, voilà, peut-être que si je me mets debout, là, je vais avoir la même énergie créatrice que tous ces gens, quoi. Et alors, ça marche? Non, pas forcément. Mais ma seconde fille s'appelle Pia, en hommage à l'Italie? l'Italie, à la Toscane et à l'œuvre de Dante, puisque dans le Purgatoire, il y a une Pia Ptolémée dont parle Dante. D'accord. Voilà, donc c'est Sienne, oui. Qui inviteriez-vous au dîner idéal? Carte blanche totale. Je parle aussi bien de personnes contemporaines que de personnes décédées. Oh, j'aurais le trac, il faudrait que ce soit mon homme qui fasse la cuisine parce que je ne sais pas faire la cuisine. Donc on On oublie la dit cuisine. que tout va être délicieux. Voilà, tout va être délicieux. Vous êtes autour d'une table, avec autant de convives que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Je voudrais qu'il y ait mes parents, parce qu'ils sont décédés et qu'ils me manquent toujours beaucoup. Je voudrais que il y ait mes enfants et l'homme que j'aime, bien sûr. Je voudrais qu'il y ait... Mais ils se feraient la tête, je suis sûre qu'il y a des gens que j'aimerais, mais ils n'auraient absolument rien à se dire. Mais on s'en fiche, c'est votre dîner à vous. Ça fait rien. On les place. Je voudrais bien qu'il y ait Apollinaire, je voudrais bien qu'il y ait Baudelaire, je voudrais bien qu'il y ait Colette, Proust, je voudrais bien qu'il y ait Solers. Il sera enchanté. Hein. Je voudrais bien qu'il y ait des gens que j'ai pas connus. Quelques membres du réseau de résistance de ma mère, je voudrais bien les connaître, ces gens qui sont morts pendant la guerre. Je voudrais bien... C'est une jolie idée, hein? Je voudrais bien qu'il y ait mes sœurs et ma tante, enfin, je veux dire, ma famille comme ça, toute proche. Petite cellule familiale, ouais. Beaucoup d'écrivains, pas de... les résistants, mais pas de personnages historiques, politiques, scientifiques. Les scientifiques, franchement, c'est des gens que j'admire beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'ils puissent beaucoup témoigner de leur génie, quoi. Mais peut-être j'ai tort, hein. Mais même Rimbaud, vous voyez, genre, à un dîner, il me semble qu'il se ferait tellement chier, il ne faudrait pas l'inviter. Mais peut-être j'ai tort. C'est votre dîner, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oui. Quel est l'échec qui vous a fait le plus avancer dans votre vie? C'est une jolie question, en tout cas. Mais c'est peut-être l'échec amoureux, vous savez, parce que même si j'ai gagné la joie d'aimer, et forcément, cette joie, pour se trouver, elle a dû être au bout d'échecs, en tout cas de souffrance, de maladresse, de risque, quoi. De toute façon, en amour, on prend le risque d'échouer. Qu'est-ce que vous diriez à la petite Catherine Laborde si vous pouviez la croiser au coin de la rue
et lui Quand j'ai- adresser quelques mots, la petite fille que vous étiez? C'est ce que je dis tout le temps à mes filles, mais c'est difficile, c'est des lois pour rien, quoi. C'est d'avoir confiance, de ne pas douter de soi. Qu'elle arrête de douter d'elle-même tout le temps. Qu'est-ce que c'est fatigant. Pour la maman? Oui, et puis même petite, je veux dire, c'est ça, je sais, ce doute permanent de cette hésitation sur soi permanente, quoi, cette peur de ne pas être reconnue, de ne pas être aimée, de pas. Il paraît qu'on fait de la télé pour être aimé. Oui, Vous en parlez aussi? je crois, oui. Mm. Je crois, mais je crois que les gens pour qui j'ai le plus d'admiration, je crois qu'en effet, là, vous parliez d'un dîner idéal, je crois que ce sont des créateurs, évidemment, donc ça, le génie, c'est autre chose, mais... Enfin, c'est autre chose, c'est en plus de l'humanité. Mais je crois quand même qu'ils sont des gens qui ont une sorte de noyau dur de confiance en eux-mêmes dès l'enfance, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quand même, qui s'est noué très tôt, quoi. Je crois que c'est ça que j'aimerais dire à la petite fille que j'étais. Qu'est-ce qu'on peut, on a parlé du passé, qu'on va parler d'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans un avenir proche, à moyen terme, à long terme? Ben, je sais pas, ce que vous pouvez me souhaiter à moi, Ah oui. c'est gentil, d'être heureuse comme je le suis aujourd'hui, de savoir aimer le moment présent pour ce qu'il est, et puis de rencontrer de vivre encore des moments forts, quoi, avec les livres, avec les gens. De pas trop souffrir du vieillissement, parce que je trouve que c'est difficile. Et j'imagine que ça l'est de plus en plus. Donc mais je vois bien qu'il y a des gens qui arrivent à échapper à ça. Je ne sais pas comment ils font. Mais voilà, d'échapper à la peur du vieillissement. D'échapper à la peur. D'une manière générale. Écoutez, ça c'est un joli souhait à vous faire. Alors je vous le fais de tout cœur. Je vous remercie infiniment d'être venu partager avec nous dans VIP. Merci Emmanuel. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation aussi. Merci à vous de même. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.